Je vous propose qu'on démarre. Pour commencer, bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie qu'on inaugure ensemble cette première webconférence du cycle de webconférence de la vie associative. Donc c'est la première cette année que nous avons décidé avec Charles Bourget qui va co-animer avec moi cette webconférence. Nous avons décidé de le faire sur le sujet de la vie statutaire dématérialisée. Nous avons pensé, compte tenu de la situation que nous vivons, que c'était peut-être potentiellement la thématique la plus plébiscitée en ce moment, en tout cas celle qui nous est apparue la plus prioritaire. Pardon. On s'est bien rendu compte que le dématérialisé, que ce soit par défaut ou par conviction, c'était quelque chose qui est de plus en plus présent dans la vie des associations, que ce soit des associations ou des comités départementaux. Donc aujourd'hui, vous serez à la fois des clubs et des comités à participer à cette webconférence. Donc je vais simplement essayer de pouvoir passer la diapo. Hop là. Non, je vous vois tous. Charles, est-ce que tu arrives à atteindre le PowerPoint? Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à l'atteindre. Alors, peut-être qu'il s'est enlevé tout simplement. Je suis désolée. Voilà, donc je vous projette la programmation de cette webconférence qui va en fait se dérouler en deux grandes parties. Une première partie qui va être présentée par Charles Bourget, que je laisserai se présenter à la suite de la présentation de ce sommaire. Il va commencer par vous présenter quelques règles à savoir sur le dématérialisé dans les instances statutaires, suivi d'une présentation des principaux outils auxquels vous pourriez avoir besoin dès lors que vous faites du dématérialisé et vous aider à mieux les choisir. On aura ensuite une seconde partie qui sera axée sur des témoignages et je vous présenterai donc par la suite un petit peu ce qu'on vous a concocté, qu'on vous a prévu comme témoignage. Donc la volonté de cette webconférence, c'est qu'elle soit interactive, donc il ne faut pas hésiter à poser des questions, soit dans le chat, soit en demandant à prendre la parole avec la petite main que vous avez en bas à droite pour que vous puissiez vous exprimer avec votre micro. Dans l'idée, nous souhaiterions finir à 19h30 environ. Et si on déborde, on essaiera de déborder simplement sur des questions pour que les personnes qui souhaitaient assister à la présentation puissent nous quitter. Je vais laisser la parole à Charles pour qu'il puisse commencer cette première partie sur la question des règles un petit peu sur la vie statutaire dématérialisée et en même temps vous présenter les différents outils. Charles, est-ce que c'est bon pour toi? C'est bon pour moi, sauf que je n'ai pas le diapo. Ah, alors, on va remédier à ça. Hop. C'est bon pour toi? C'est beaucoup mieux, c'est même très bon. Merci à tous, bonsoir à tous et à toutes. Je réinsiste sur l'introduction de Fanny sur le caractère interactif de la webconf. Notre intention, c'est vraiment pas de faire du descendant sur de l'informatif, mais de faire de l'échange et surtout, comme en plus on n'est pas extrêmement nombreux, n'hésitez pas à lever la main avec la petite main qui vous est proposée ou même à prendre la parole si vous avez des questions. Là, je pense qu'on apprendra plus du partage d'expérience et c'est pour ça il va y avoir des interventions de clubs ou de comités qui ont déjà mis des choses en place, plutôt que de descendre des informations qu'après tout, vous pourriez tout aussi bien obtenir sur Internet. Alors, premier élément, première diapo, vous le voyez en haut à droite. Alors, je vous l'apprends, la France est sous la menace du Covid-19. Si vous n'étiez pas au courant, c'est que vous n'avez pas la télé. Normalement, c'est pas le cas. Donc, parmi les nombreux impacts de cette crise sanitaire, il y a eu, au-delà des questions de santé, les questions évidemment de vie économique, mais aussi de vie associative.
Et la question du respect, notamment des délais pour les différentes instances statutaires, que ce soit Assemblée générale financière, Assemblée générale élective, l'organisation des différents votes, mais également la vie associative, on va dire classique, statutaire, concernant les comités directeurs et bureaux, la vie des commissions, tout a été impacté, chamboulé, et avec certaines associations qui se sont retrouvées complètement dépourvues de solutions par rapport à cette situation, et d'autres qui ont réussi à s'organiser parce que dans l'association, il y avait des personnes qui avaient des compétences technologiques, des habitudes de travail numérique pour eux-mêmes, ou même déjà des gens qui avaient l'habitude pour leur vie associative de travailler en mode numérique avec leurs adhérents, leurs administrateurs. Donc, la fédération UFOLEP n'a pas échappé à cette règle et à cette situation. Et en l'occurrence, on a, comme première action, on a mis en place en mars ou avril dernier l'Assemblée générale financière de la fédération, où on avait 180 à 190 personnes en ligne, comme vous l'êtes aujourd'hui, qui ont assisté à la présentation des éléments financiers et qui ont pu, grâce à un prestataire extérieur professionnel, payant, voter en respectant les conditions de confidentialité. Et tout ça s'est extrêmement bien passé, aussi bien les interventions que le vote, et le retour des utilisateurs, des comités a été très bon. Pour l'Assemblée générale élective à venir, là encore, c'est à titre d'exemple, de la même manière que vous pourrez avoir des exemples à donner. La prochaine Assemblée générale élective va avoir lieu en présentiel, sauf si la situation évolue encore dans les 3 ou 4 jours qui viennent, ce qui est toujours possible. Mais quoi qu'il en soit, les votes qui auront lieu à l'Assemblée générale élective présentielle se feront sous forme électronique. Et cela respecte les statuts, c'est-à-dire que quelle que soit la façon dont vous votez, que ce soit avec un petit bulletin en papier qui est remis dans l'urne, ou que ce soit avec une zapette qui va comptabiliser les votes des uns et des autres, ou que ce soit en accédant sur son téléphone à un site internet où on va exprimer notre vote, tout ça est tout à fait possible et valide. Et c'est donc comme ça que va se passer la prochaine assemblée élective, qui est en plus une assemblée particulière puisqu'elle est élective, et peut-être, j'allais dire, contrairement aux associations où peut-être les usages font que c'est parfois tous les ans ou parfois tous les 2 ans que les votes sur le conseil d'administration et sur la présidence ont lieu. Là, c'est sur un vote qui a cours pour 4 ans, pour un mandat d'Olympiade, donc c'est quand même un enjeu important. Et donc, les votes auront lieu, que ce soit sur les personnes, sur les rapports moraux, que ce soit des votes par émargement ou que ce soit sur des votes à bulletin secret. Ça va pouvoir avoir lieu grâce à la technologie, grâce au numérique, qui garantit, notamment pour les votes sur les personnes, les conditions de confidentialité nécessaires. Pour les comités directeurs et les bureaux, ça fait déjà maintenant plusieurs mois qu'on fonctionne en quasi-totalité. Je crois qu'il y a eu un comité directeur présentiel au moment où on était un petit peu dans le creux de la vague, début septembre, où le comité directeur a été réuni à Paris. Sinon, tous les comités directeurs et tous les bureaux ont été faits en distanciel. Et le paradoxe de cette situation difficile, c'est qu'on a eu plus de réunions, plus de délibérations, plus d'échanges, plus de vie associative grâce à la question distancielle, d'autant plus que sur une fédération, on est sur un enjeu national avec des gens qui viennent des 4 coins de l'Hexagone et même, pourquoi pas, des dom-toms. Les textes de référence qui fixent les règles de cette contrainte liée au Covid sont des textes interministériels, oui, on va dire. Ce sont des textes gouvernementaux qui ont prévu dès le début de la crise la question des délais, puisque les fédérations ont des statuts types qui les contraignent à avoir des mandats
qui doivent se terminer 6 mois après la date des Jeux Olympiques d'été. Et là, il y a eu une ordonnance, parmi les ordonnances du mois de mars, là au début du Covid, il y a eu des ordonnances qui ont permis, notamment aux fédérations sportives et à leurs organes déconcentrés, de pouvoir repousser, dans certaines conditions, les délais de leurs instances associatives. Donc là, concrètement, et je le dis parce qu'on a eu beaucoup de questions à ce sujet, et comme je m'occupe de la partie réglementaire aussi à la fédération, j'en profite également. Donc là, les associations, comités départementaux, comités régionaux peuvent repousser jusqu'au 31 avril 2021 le vote sur leurs instances statutaires, leurs assemblées générales. C'est pas une obligation, c'est une permission qui a été donnée. Je pense qu'au moment où ça a été fait, c'était dans l'espoir que la crise Covid se termine. Néanmoins, on a déjà, certains d'entre vous ici en font partie, certains ont déjà prévu et organisé, et certaines même ont eu lieu, ont organisé leurs assemblées générales et ont renouvelé le mandat et réélu de nouvelles personnes pour leur comité directeur pour les 4 ans à venir pour les comités ou pour l'année à venir ou les 2 années à venir pour les associations. Ensuite, l'autre texte de référence, et en fait c'est le plus important et c'est ce qu'il faut savoir par rapport à tous les questionnements qu'on peut se poser quand on se dit, puisqu'on ne peut pas se réunir, comment on va faire pour vivre en termes de vie associative, comment on va faire pour délibérer, prendre des décisions. Parfois, quand on est aussi association ou comité employeur, voilà, c'est quand même des enjeux qui sont importants. Qu'est-ce qui va régir notre fonctionnement? Eh bien, ce sont les statuts et notre règlement intérieur. Et ce qu'il faut retenir, c'est la dernière phrase, à savoir que ce qui n'est pas interdit est autorisé. Donc, quand on lit les statuts, si je prends l'exemple des statuts de la fédération, le vote par procuration n'est pas autorisé. Le vote à distance, je crois, n'est pas autorisé. Un vote électronique n'est pas un vote à distance. Que je mette mon bulletin dans l'urne, en étant présent sur un lieu donné ou que je le fasse depuis chez moi, ça pose pas de souci. Pour moi, la seule chose qu'il faut retenir, normalement, c'est toujours prévu parce qu'on a une fédération qui est agréée et donc les comités régionaux, départementaux, mais aussi les associations doivent respecter un certain nombre de règles. Et parmi ces règles, il y a la question du vote à bulletin secret, du respect de la confidentialité. Donc, s'il y a une chose à laquelle il faut être vigilant, c'est à ce que la confidentialité d'un vote sur les personnes soit respectée. Et ça, c'est un petit peu compliqué à mettre en place parce que rares sont les outils opérationnels gratuits qui permettent de garantir un vote sur les personnes en respectant totalement la confidentialité. Nous, on travaille au niveau fédéral, mais on a des moyens avec la société NéoVote, mais ça coûte cher. On a une collègue à nous, qui est une membre du comité directeur de la fédération qui a travaillé, et on vous donnera la référence avec un outil qui s'appelle Belenios, B-E-L-E-N-I-O-S, et qui est un outil gratuit qui a été monté par notamment l'INRIA, par des jeunes ingénieurs un petit peu talentueux, et qui permet de faire des votes sur les personnes dans des conditions de confidentialité qui sont satisfaisantes. Et un petit tuto qui vient de vous être envoyé sur le chat par Fanny, il me semble, peut vous donner cette solution. Autant je suis très, très pro-numérique, autant je vous encourage à utiliser toutes les solutions numériques pour faire fonctionner votre vie associative, autant sur le vote sur les personnes, je vous recommande d'être quand même là extrêmement prudent parce que vous n'êtes pas à l'abri d'un recours. Mais au-delà, je dirais, du recours, à partir du moment où on s'exprime sur quelqu'un, il faut garantir à toutes les personnes qui veulent s'exprimer sur des personnes de pouvoir le faire de façon libre. Je pense que si ce n'est pas fait, c'est contraire à nos statuts.
Et puis, je dirais que plus encore, c'est contraire à nos valeurs. Voilà sur cette première diapo. Préciser si ce que tu viens de dire, ça concerne uniquement les comités ou également les associations? En fonction des statuts. La règle, le texte de référence, c'est les statuts. Si dans les statuts d'une association, il n'est pas précisé que les votes sur les personnes ont lieu à bulletin secret, rien n'interdit de fonctionner en numérique, à main levée, ou à vote par émargement, sur un document partagé où tout le monde intervient et dit « moi je suis pour, moi je suis contre ». C'est encore une fois, la loi, c'est les statuts de l'association. Et on sait que les statuts des associations sont… la loi de 1901 sur les associations laisse une totale liberté de fonctionnement. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de souci. Après, les règles liées à l'agrément, le fait qu'une association fasse partie d'une fédération agréée, ça l'oblige en théorie à avoir un certain nombre de dispositions dans ses statuts qui ne vont pas être contraires à la notion d'agrément. Et là, si on prend l'exemple de l'UFOLEP, une association UFOLEP, au moment où elle s'affilie, elle transmet ses statuts au comité départemental qui va regarder à l'intérieur des statuts si quelque chose lui paraît non conforme à l'esprit de l'agrément. Si ce n'est pas le cas, eh bien, la loi, c'est celle de nos statuts. Voilà pour cette diapo. Alors, soit on passe à la suivante, ou soit il y a des réactions. Peut-être qu'il y a dès à présent des questions. Thomas. Oui, vous m'entendez là? Oui. Ouais. Non, j'ai juste une question. Si on modifie les statuts de l'association, du coup, est-ce qu'il y a moyen de les soumettre à la fédération avant de les envoyer à la préfecture pour validation ou… Oui. Alors, pas à la fédération. Vous êtes une association? Ouais, je suis une association sportive affiliée à l'UFOLEP 31. D'accord. Eh ben, si vous avez le moindre doute par rapport au caractère réglementaire, ou lié à l'agrément de votre association, il faut effectivement, avant votre modification de statut, envoyez-les au comité, à votre comité, qui va vous en faire une analyse, une lecture, et qui vous dira banco, allez-y, votez, ou qui vous dira il faut changer ceci ou cela. D'accord. Parce que du coup, moi tout ça là, c'est de se dire que, puisque finalement il n'y a pas d'obligation à faire des votes à bulletin secret, tout ça. Moi j'en suis à me demander si on va pas modifier les statuts pour justement éliminer toutes ces histoires de votes à bulletin secret qui finalement servent pas forcément nécessairement dans des petites associations et qui en fait avec ces histoires-là nous empoisonnent plus la vie qu'autre chose, quoi. Ouais. Eh bien, le seul point à regarder de près entre vous et Estelle, que je crois qu'il vient de réagir par rapport au 31, mais même d'une manière globale, moi je vais regarder de mon côté et puis je vous transmettrai l'information réglementaire. Ça questionne le vote sur les personnes à bulletin secret. Il faut regarder si le vote sur les personnes à bulletin secret est une obligation ou juste une recommandation ou n'est pas spécifié pour que les statuts soient conformes au statut type d'une fédération agréée. Ok, merci. Et envoyer un mail à l'ensemble des participants pour vous informer si ça peut vous être utile dans ce sens-là. Je réponds à Alexis en lui recommandant de se déconnecter et de se reconnecter s'il a un problème pour entendre quelqu'un. On a l'expérience à la Fédé que c'est comme ça que ça s'est résolu. Et Bruno qui demande la parole. Ouais, Charles. Vous m'entendez? Très bien. D'accord. Bonsoir tout le monde déjà. Ce que tu disais tout à l'heure, où toi tu étais assez circonspect sur l'utilisation des outils gratuits, voilà, pour des votes sur des personnes. Ce que tu dis là vaut aussi pour Belenios ou pas? Non, c'est pour ça que je le cite parce que c'est des gens qui tiennent la route, qui sont subventionnés ou financés, voire pour une partie d'entre eux qui dépendent de structures publiques. Donc on peut y aller de façon tranquille sur cet outil-là.
D'accord. Bon, sinon, si les gens cherchent un prestataire relativement peu cher, accessible, nous, on a trouvé un prestataire qui s'appelle Vote Explorer pour le Nord et qui est assez intéressant aussi pour tout ce qui est vote de personnes, rapport, etc., etc. Très bien. Eh bien, on va moi, je le note. J'irai y faire un tour. Je peux t'envoyer, Ouais, je t'enverrai le devis pour notre assemblée générale. d'accord. D'accord? Bah, oui, très bien. Le seul fait qu'il soit payant, je pense que ça donne une forme de garantie sur la confidentialité. Alors, il faut savoir que dans ce domaine-là, comme dans d'autres plus classiques, on va dire, d'organismes de certification, que ce soit Bureau Veritas ou d'autres, dans le domaine du vote électronique, il y a une certification qui est donnée par l'État et le prestataire, la NeoVote, qu'on utilise là pour la fédération est un prestataire certifié. Où là, ils ont un cahier des charges et ils doivent remplir un cahier des charges strict par rapport aux conditions de vote, sachant que c'est un prestataire qui intervient sur des grandes sociétés, sur des votes de représentation du personnel, sur des votes de conseil d'administration où les gens ne se voient pas, sont partout dans le monde, etc. Et encore une fois, c'est un prix qui n'est pas abordable. Je ne peux pas le conseiller, c'est inabordable pour une association. Simplement sur Vélénius, soit informés qu'ils sont en train de faire une mise à jour actuellement et ils nous ont dit qu'ils vont régler soit demain après-midi, soit au plus tard demain. Donc, soyez pas surprise si vous ne parvenez pas à aller sur la page, ça sera résolu d'ici la fin de la semaine. On peut peut-être passer à la suite. Okay. Fanny, tu peux avancer? Ah oui, d'accord. Ah bah oui, je peux le faire, excuse-moi, j'ai la main pour le faire, excuse-moi. Bon, alors rentrons dans la grange, rentrons dans l'atelier. Et j'ai volontairement voulu faire exhaustif pour que tout le monde se rende compte, dans un premier temps, mais avant de faire le tri, de tout ce qu'il était possible d'utiliser comme outil numérique. Alors, parmi vous, certains connaissent tout, parmi vous, certains ne connaissent presque rien, d'autres la moitié. J'ai essayé de référencer en fait des domaines d'intervention, enfin de fonctionnalités, et de présenter à chaque fois, si possible, plusieurs outils disponibles dans la boîte outils à outils numériques. Alors, si vous le voulez bien, la suite bureautique, sinon, la suite bureautique, la suite collaborative, on en parlera après. Je peux parler de la suite bureautique. Quand on est une association ou quand on est un comité, c'est comme quand on est une entreprise et même quand on est peut-être éventuellement juste une personne, ben on utilise ce qu'on utilise depuis 30 ans, c'est-à-dire une suite bureautique avec la possibilité de faire des lettres, des documents, de faire des tableaux ou des calculs, de faire des présentations et j'en passe. Et évidemment, dans ces suites bureautiques, on a les grands fournisseurs historiques de suites bureautiques, à commencer par Microsoft avec Word, Excel et PowerPoint, mais aussi Google qui est arrivé plus tard et qui a, lui, lancé en fait la même chose, mais en mode web, c'est-à-dire que Microsoft, vous vous souvenez, hein, avant on achetait un logiciel qu'on installait sur son ordinateur pour utiliser ces outils-là. Ensuite, donc Google a fait le même type d'outils, mais en fonctionnant en ligne, sans qu'il y ait rien d'installé sur son ordinateur. Et le monde libre, c'est-à-dire open source, c'est-à-dire transmettant le code du logiciel qui permettait à chacun de pouvoir le modifier, s'est mise en service aussi pour proposer le même suite de bureautique. Si vous avez des enfants, vous avez probablement, comme moi, eu l'occasion de voir vos enfants qui vous disaient que eux, à l'école, ils utilisaient ou OpenOffice ou LibreOffice. Mais tout ça remplit le même objectif. Ça nous permet de faire des documents, des tableaux, des calculs et des présentations et quelques autres outils aussi. Au niveau de la messagerie, on retrouve la même logique avec historiquement
la possibilité, quand on allait chez un fournisseur d'accès, que ce soit Orange, que ce soit Alice ADSL à l'époque, etc., en utilisant une box et donc en utilisant Internet, on obtenait une adresse de messagerie et on installait ça sur son ordinateur et on pouvait travailler, enfin envoyer des mails et en recevoir, là encore, avec la possibilité soit de le faire en dur, c'est-à-dire sur son PC, ou soit de le faire en ligne. Et maintenant, tout cela est synchronisé. Donc, aujourd'hui, vous paramétrez votre compte et que vous soyez sur votre téléphone portable, que vous soyez sur Internet, que vous soyez en dur sur votre ordinateur, vous avez une réplication, en fait, de ce que vous avez, ce à quoi vous êtes abonné. La messagerie instantanée. Alors, je fais le lien entre messagerie et messagerie instantanée en essayant d'être un petit peu plus en relation avec vos usages d'aujourd'hui ou probablement vos usages de demain. De plus en plus, on constate que la messagerie instantanée, de par ses fonctionnalités, remplace et permet une meilleure réactivité par rapport à la messagerie classique et donc au mail. Et je ne suis pas sans penser que d'ici quelques années, je ne serais pas surpris que dans 10 ans, les mails n'existent plus et qu'il soit remplacé par ce type d'outil de messagerie instantanée qui permet la même chose, qui permet d'envoyer des photos, qui permet d'envoyer des documents, qui permet de classer et qui permet de discuter en temps réel et voire de faire des visios. Donc, en ce moment, je dirais, enfin, WhatsApp est une messagerie instantanée qui est leader, qui est très, très utilisée. Après, les plus jeunes que moi et qui sont fanats de Facebook continuent d'utiliser aussi beaucoup Messenger. Et on a aussi la possibilité d'utiliser Hangout, qui est l'équivalent de chez Google. Mais je dirais que, alors, faut savoir que WhatsApp appartient à Facebook. Voilà, donc c'est quand même à savoir. Et que donc Hangout, c'est le même outil pour Google, mais qui est peut-être plus utilisé aujourd'hui pour de la visio que pour de la messagerie instantanée. Sur les outils de visioconférence, c'est là qu'on voit aussi que souvent correspond à une crise, une avancée technologique. Là, l'arrivée du Covid a fait exploser les compétences technologiques autour des systèmes de visioconférence. Là, on utilise un outil qui s'appelle 3CX, mais vous avez Zoom, il y a 6 mois, j'en avais jamais entendu parler. Aujourd'hui, Zoom est devenu l'outil de référence de la visioconférence parce qu'elle a permis, dès le début, d'avoir énormément de gens connectés avec la petite pastille vidéo où on voyait tout le monde, donc on avait l'impression d'être tout le monde ensemble, et avec la possibilité d'avoir une discussion générale, comme on l'a là, dans le chat, et aussi une discussion privée. Donc ça permettait aux mauvais élèves qui voulaient discuter avec leurs voisins de pouvoir le faire, mais à distance. Donc il y a Zoom, alors Google Meet, c'est le nouveau nom de Hangout. En fait, Google, comme souvent, regarde ce qui se passe ailleurs et quand il y a quelque chose qui est excellent, essaye d'en faire une copie au moins aussi bonne, et très souvent ils y arrivent. Et enfin Teams, qui est l'équivalent de Microsoft en termes de visioconférence et qui offre des fonctionnalités beaucoup plus importantes beaucoup plus diverses que la visioconférence. Sur les agendas partagés, parce que ça me paraît être un outil qui est très utilisé, très important en termes de fonctionnement et de vie associative. Le fait d'avoir un agenda partagé pour une association, ça permet à chacun, à n'importe quel moment, de se connecter et de savoir que, ah tiens, après-demain, il y a une réunion de 18h à 19h. Et plutôt que de s'échanger des mails en ne sachant pas à chaque fois si c'est la bonne version, le bon rendez-vous, le bon jour, la bonne réponse de un tel ou un tel, cet agenda partagé est un outil qui me paraît être un très bon outil de méthodologie de projet, de vie associative tout court. Les contacts, l'utilisation du numérique permet, encore une fois, je me place en tant qu'association, plutôt que chacun ait dans son téléphone ou dans son ordinateur ou sur un fichier Excel une liste de contacts qui n'est pas forcément actualisée et qui n'est pas la même que le voisin et qui n'est pas le même contact que l'autre.
on a un gain de temps très très important à avoir un fichier source contact qui va être à un endroit où tout le monde sait qu'il peut aller regarder dedans. Vous pouvez faire des sondages. Alors, c'est vrai avec l'outil Doodle, qui est l'outil le plus simple que je connaisse pour se mettre d'accord ensemble sur un point de rendez-vous, une date de rendez-vous, un sujet à traiter, etc. Vous aurez évidemment le support, donc vous pourrez aller regarder. Ensuite, sur les formulaires, on vous a donné un petit panel aussi entre le payant, enfin pas le payant, mais le société fermé et le libre avec Framaform, Google Form ou Typeform. Je vous ai pas mis d'outils wiki parce que je suis pas utilisateur de ce système-là. Pour ceux qui ne connaissent pas le wiki, c'est le principe de Wikipédia, c'est-à-dire que c'est bonjour, je m'appelle, je veux faire une fiche sur, Monsieur Bruno Verbecken parce que je sais plein de choses sur sa vie professionnelle et associative que je trouve super sympa. Je crée ma fiche, je la remplis et puis derrière, Vincent de l'UFOLET 37, qui sait d'autres choses sur Bruno, va ajouter et c'est comme ça qu'on va, de façon collaborative, pouvoir construire un document. C'est quelque chose qui peut être très intéressant pour monter un projet ou une réunion avec un ordre du jour, etc. Ensuite, vous avez les plateformes de vidéo. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer cet outil-là, même si c'est pas forcément ce qu'il y a de plus naturel au départ, mais il faut savoir que les jeunes aujourd'hui sont des consommateurs de vidéos énormes. Pour apprendre, plutôt que de lire, ils regardent. Et donc, si vous avez des choses à transmettre en termes de connaissances, la vidéo peut être un bon moyen. Je balaye vite fait parce que le temps va nous manquer. Juste vous dire sur le cloud que là aussi, en termes de vie associative, ça me paraît extrêmement intéressant. Très concrètement et très rapidement, là où vous avez peut-être toujours un clubhouse avec une armoire dans laquelle il y a tous les dossiers de l'association, cette armoire, elle peut être sur le net et quiconque, là où il se trouve, le secrétaire, le trésorier, le président, les administrateurs, peut avoir accès avec une administration des droits. C'est-à-dire que dans l'armoire, on peut mettre un verrou sur telle chose ou sur telle autre. Et on a accès à tout et on peut construire son archivage, son classement, sa vie de club sur Internet. Le jour où vous avez une très, très, très grosse vidéo ou un très gros fichier à transmettre et qui ne passe pas par mail, vous pouvez utiliser WeTransfer. Sur le reporting, vous utilisez les tableurs classiques, que ce soit Excel, Google Sheet, j'aurais pu ajouter l'équivalent de Framasoft, mais je ne connais pas son nom. Vous pouvez bien sûr, beaucoup d'entre vous en ont déjà, créer un site internet. Alors moi, j'ai mis, c'est parce que je le connais très bien, que je l'ai beaucoup utilisé et que je le trouve intuitif, complet et très bien fourni. Je trouve que WordPress.org, c'est vraiment chouette et ça vous permet de n'avoir aucune compétence en termes informatiques particulières. Vous n'avez pas à coder, vous n'avez pas à stocker, c'est directement en ligne. Et puis les réseaux sociaux, là, je pense que j'ai vraiment pas besoin de vous présenter. Je suis trop long, Fanny. Donc, on passe à la suite. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour vous dire que parmi cette multitude d'outils dont je pense qu'il était quand même important que vous puissiez en avoir connaissance, et puis je dirais, c'est un panier dans lequel vous allez pouvoir piocher le jour où vous aurez besoin d'un outil. Le jour où vous aurez un besoin, vous pourrez aller chercher dans cette boîte à outils. Maintenant, si on prend les choses d'une façon plus concrète, le strict nécessaire dont j'ai besoin pour fonctionner et de façon rationnelle, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser une suite collaborative. Alors forcément, on retombe, et c'est bien normal, sur les grands fournisseurs. Hein, on va retomber sur les GAFAM. Mais là, on vous en présente rapidement trois. Il y a la suite collaborative de Google qui s'appelle Google Suite. Vous allez sur Internet, vous avez Google Chrome, le navigateur. Vous avez un compte Google. Vous avez par défaut accès immédiatement à l'ensemble des outils que Google propose pour
fonctionner. Donc, c'est extrêmement pratique parce que vous vous identifiez une seule fois et vous avez derrière accès à tous vos documents, tous vos tableurs, tous vos liens, tous vos contacts, vos sites, vos notes, vos agendas, vos vidéos, enfin tout. Voilà, donc vous avez la possibilité d'être sur Google Suite, vous avez la possibilité d'être sur Microsoft, ce qui jusqu'à il y a 2 mois s'appelait Office 365, s'appelle maintenant Microsoft 365. La différence entre les deux, c'est que Google Suite, pour ce que vous allez en avoir besoin, est gratuite, alors que la suite collaborative Microsoft, elle, va être payante. Maintenant, quand on est utilisateur depuis 20 ans d'Excel, on a du mal à passer à autre chose. Et enfin, et ça existe aussi, et Cocorico, dans le monde libre, il y a Framasoft qui propose aussi toutes sortes d'outils logiciels qui font office de suite collaborative. Autrement dit, vous ne manquez pas d'outils. Maintenant, après, c'est comment on rationalise. Et par rapport à ça, très souvent dans le domaine numérique, on fonctionne au fil de l'eau. C'est-à-dire qu'on a un besoin, j'ai besoin d'organiser une réunion à plusieurs, etc. On cherche un outil, on trouve cet outil et puis on le stocke. Et puis après, on a un autre besoin, puis on va utiliser un autre outil. Et à chaque fois, vous créez des comptes. Et à chaque fois, vous vous dispersez. Donc, moi, ce que je vous recommande, si ce n'est pas encore déjà fait, c'est de prendre vraiment le temps de formaliser son projet numérique pour son association. Quels sont mes besoins? De quoi j'ai besoin pour réaliser mon objectif ou mes objectifs? Qui est mon public? Est-ce qu'il va être susceptible de rentrer dans la maison que je lui propose d'occuper ou pas? Et en fonction de ça, vous trouverez de toute façon les bons outils, mais ils ne seront bons que s'ils sont au service de votre projet. Voilà, je termine avec donc pourquoi faire? Collaborer et communiquer. Je dirais que dans ces deux grands sujets qui font la vie associative, depuis des années, la partie communication, elle a envahi l'espace. On s'est mis à communiquer sur les réseaux sociaux. On s'est mis à créer des sites Internet. On a créé sur les sites Internet des dépôts de ressources. On a créé des liens. On a créé des actualités. Donc, tout ça, en termes de communication, je dirais que la culture me semble être faite. Par contre, la culture de mieux collaborer, mieux vivre son association grâce au numérique, là, c'est le chantier d'aujourd'hui et de demain. On est face à une difficulté dans le monde associatif d'un vieillissement de la population. Sur ce point, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que c'est un problème que les bénévoles vieillissent. En termes personnels, familial, je vois comment mes anciens de ma famille se sont mis au numérique pour qu'on continue à se voir. La nécessité fait loi. Quand on a envie de quelque chose, on y arrive, qu'on ait 20 ans ou qu'on ait 80 ans. Donc, qu'une association, bien sûr, il y a l'aspect convivialité. Bien sûr, se voir, c'est extrêmement important et il faut continuer de se voir. Par contre, pour continuer à avoir la motivation des bénévoles pour s'investir, mais pour rationaliser le temps, parce que le temps est précieux, l'utilisation du numérique pour collaborer me semble être vraiment un gage de performance dans la vie associative et même de motivation. Voilà pour moi. Oui, j'ai fini. Hop. Ok. Ah oui, alors il y avait la dernière mais peut-être qu'on peut enchaîner, ça peut enchaîner avec toi. La dernière remarque, c'était,
la fédération avec la fédération UFOLEP, avec l'ensemble de l'arrêt des compétitions, l'arrêt des réunions, l'arrêt de ceci, l'arrêt de cela, eh ben, ça a aussi généré un arrêt de certaines dépenses, notamment toutes les dépenses liées au déplacement. Et une suggestion, c'est de dire pour les associations qui, peut-être contrairement aux entreprises, se retrouvent avec le Covid dans une situation où il y a des fonds de tiroir qui restent et qui ne sont pas utilisés, c'est peut-être l'occasion d'investir pour l'avenir de la vie associative au travers de matériels qui vont permettre de pouvoir mieux fonctionner. Et oui, ils sont sous vos yeux. À toi, Fanny. Merci Charles pour cette dernière recommandation. Alors, je vous propose qu'on passe tout de suite au témoignage. Évidemment, tout comme lors de la présentation de Charles, la question de l'interaction est aussi bien présente. N'hésitez pas à poser vos questions. Et évidemment, même si tout le monde le sait, c'est la même fois qu'on se l'a dit, il y a des questions bêtes. Et là, vraiment, on est sur pratico-pratique. Je vais proposer à 2 clubs et ensuite à 2 comités d'intervenir au sujet de leur expérience avec le dématérialisé. On va essayer de voir un panel assez large de typologies d'expérience. On va commencer avec ses premiers pas dans le dématérialisé. On va poursuivre avec un autre club qui a fait son AG en dématérialisé. Et ensuite, on poursuivra également avec 2 comités départementaux qui ont fait leur AG en dématérialisé, dont un comité qui a souhaité poursuivre ses pratiques en dématérialisé jusqu'à dans ses pratiques de vie statutaire quotidienne. Alors, je vais tout de suite passer la parole à Yannick Daubigné, qui est coprésident du Vélo Club Châtillonnais. Et du coup, Yannick, je te propose donc de faire un petit retour d'expérience sur la réunion que vous avez fait en dématérialisé, qui était une première pour le club. Oui, est-ce que tout le monde m'entend? Ça fonctionne? Très bien. Très bien. Très bien. Bon, alors bonjour à tous, à toutes et à tous. Oui, nous avons utilisé ce site 3CX pour organiser une réunion de bureau où il n'y avait pas, c'était pas une assemblée élective c'était une réunion de bureau. On avait besoin de se voir et d'échanger juste après le confinement et nous n'avions pas la possibilité de nous réunir en présentiel, pas de salle, pas de moyens. Et donc, on a mis en place, j'avais assisté auparavant à la réunion du comité départemental organisée dans les Deux-Sèvres et donc on a décidé d'utiliser ce site. Nous étions à peu près une dizaine de connectés, donc un petit nombre, c'était le bureau du club, on est une association sportive UFOLEP et ça nous a permis d'échanger très correctement et de discuter et de prendre des décisions sur certains sujets qu'il était nécessaire de voir. Voilà. Pour revenir un petit peu sur ce qui a été dit tout à l'heure par Charles, le public qui a assisté à cette réunion était de 40 ans jusqu'à 75 ans. Donc effectivement, et cela n'a pas posé de problème majeur. Les problèmes que nous avons eus, c'est des petits problèmes de connexion, je dirais, techniques liés à la bande passante. Je ne m'y connais pas très très bien, mais on a eu des petits problèmes de connexion pour une personne en particulier. Mais les autres ont pu échanger très correctement. Après, il faut gérer la réunion pour que tout le monde puisse s'entendre et ne se chevauche pas dans les interventions. Voilà, on a utilisé la petite main pour intervenir et ma foi, ça s'est pas mal passé du tout. Ça nous a permis de nous voir après pas mal de semaines tout seul chez soi et effectivement, on a résolu quelques problèmes, quelques décisions, on a pris quelques décisions. Voilà, mais on n'a pas utilisé pour l'instant, en tous les cas, de vote. Les petits problèmes qu'on a eu, je le disais tout à l'heure, c'était tout simplement un petit problème de connexion pour une personne en particulier. Et après, pour faire un bilan rapide, ce qui nous a manqué un petit peu, c'est quand même l'échange en présentiel. Ça, c'est évident au sein d'une association, au sein d'un club comme le nôtre, d'un petit club. Nous sommes attachés un petit peu à ça quand même. Je crois que c'est ce qui nous a manqué.
lors de cette réunion en visio. Voilà pour notre petit témoignage. Nous l'avons utilisé et si pour l'instant dans l'avenir on reste en présentiel, puisqu'on peut le faire encore dans notre région, dans les Deux-Sèvres, il n'y a pas de problème encore pour l'instant, mais effectivement si on doit de nouveau se retrouver, on a des soucis liés au Covid, et ben, nous réutiliserons ce système-là. Voilà. Est-ce que, Yannick, tu peux peut-être préciser, donc vous avez utilisé 3CX, mais c'est le comité qui vous l'avait mis à disposition, c'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est suite, Alexis, présent ici, pourra vous en parler. Hein, on a utilisé ce site-là, 3CX, qui nous a été mis à disposition par le département, par la Ligue de l'enseignement des Deux-Sèvres. Donc, c'est intéressant si à des associations qui sont là, qu'elles se renseignent si elles venaient à rencontrer une situation comme celle que Yannick a rencontrée, c'est-à-dire à un moment donné, l'incapacité en fait au regard des décisions locales et territoriales de faire une réunion en présentiel, dès lors que ça devient obligatoire. La question des outils est forcément importante et vous pouvez penser à vous rapprocher de votre comité départemental pour voir s'il y a une solution à vous proposer, notamment certaines solutions, on le sait, qui supposent des abonnements, peuvent du coup vous éviter de prendre un abonnement en tant qu'association si vous vous rapprochez d'un comité pour qu'ils vous le mettent à disposition. Et ça vous permet de bénéficier aussi d'un outil qui est plus qualitatif en comparaison d'autres outils où on peut aussi faire des visioconférences en ligne, mais qui ont parfois peut-être plus tendance à sauter ou qui ont certaines fonctionnalités qui ne sont pas présentes. Je vous remercie, Yannick, pour cette expérience. Moi, ce que j'en retiens, c'est que voilà, même quand un collègue n'a jamais fait de visioconférence par le passé, et ben, en fait, même une première fois, ça peut très bien se passer. La question de l'âge, comme tu l'as dit aussi, et c'est important d'avancer un peu des bonnes vibes, savoir des choses positives sur peu importe notre âge, on peut tout de même réussir à continuer la vie associative malgré les situations qui sont parfois contraignantes. S'il n'y a pas tout de suite de questions, je vous propose qu'on enchaîne avec le second club. C'est donc Karine Pradier, qui est présidente de l'association UPS. Oui, bonsoir à tous. Vous m'entendez? Ok. Donc, nous, on a choisi en fait de faire notre AG qui a eu lieu le 5 octobre, donc lundi dernier, par visio. On avait annoncé que ce serait soit par visio, suivant l'évolution de la situation, soit en présentiel. On s'est décidé pour plusieurs raisons pour la visio, en fait. D'abord parce qu'on avait des personnes qui venaient d'autres départements. Donc, c'était un peu compliqué de les faire venir avec la possibilité qu'on ne puisse pas se réunir en présentiel. On avait des gens qui venaient du Nord, en particulier, une région qui est assez touchée. D'autre part, on a dans nos encadrants, on a une association sportive avec qui remobilisons par le sport, en fait, des personnes en précarité. Alors, on a parmi nos encadrants du personnel de santé, qui aussi ont poussé dans le sens, je pense, à raison de le faire en distanciel. D'autant qu'on avait assez l'habitude, en fait, de fonctionner entre bénévoles pendant tout le confinement. On a fonctionné par visio. On préfère évidemment boire un coup ensemble. Mais voilà, pendant le confinement, on se réunit entre bénévoles une fois par mois et on l'a fait via Zoom, en fait. Pour l'AG, on a modifié notre abonnement qui est un abonnement de base. En fait, on l'a passé en abonnement payant pour avoir un problème de durée, puisque en gratuit, on est limité à 40 minutes en fait d'intervention. On ne voulait pas se retrouver coupé au milieu d'une jolie phrase. Autrement, voilà, et on a préféré en fait choisir aussi la visio tout simplement parce qu'on ne savait pas comment la situation allait évoluer. Et plutôt que de se voir imposer en fait en dernière minute une AG en visio, on s'est dit que bon, on valait mieux la préparer bien et que ça se passe au mieux en fait.
Le choix n'était pas si évident que ça quand même, parce que comme je le disais, notre public, c'est un public en grande partie en précarité, donc pas forcément d'accès pour assister à la réunion. Donc ça, c'était quand même un bémol. En même temps, on a beaucoup de migrants, par exemple, on n'est pas sûr qu'en présentiel, ils seraient non plus venus à l'AG. Donc voilà, c'était un petit peu la seule hésitation qu'on aurait pu avoir. Décider de le faire par visio, ça nous a permis de vraiment bien préparer. Donc, du coup, on a envoyé d'abord en amont le rapport d'activité, en plus du rapport financier qui, lui, s'envoie toujours en amont. On a préféré aussi envoyer le rapport moral, le rapport d'activité, comme ça, les gens avaient le temps de le lire tranquillement. Et plutôt de se concentrer un petit peu plus sur ce qui a été dit. Donc ça, on l'a fait quelques jours à l'avance, et on a partagé en même temps un PowerPoint. On a fait un écran partagé, comme en ce moment d'ailleurs, pour que les gens puissent suivre de façon un petit peu plus facile le déroulé de la visio. Donc voilà, en termes de nombre, on a été une vingtaine en fait à l'AG, ce qui est pas mal, compte tenu des conditions. Que vous dire d'autre? Nos statuts ne prévoyaient pas la confidentialité. Ouf, on les avait soumis à l'avance à l'UFOLEP 75 qui n'en avait pas fait, enfin qui n'avait pas fait d'objection. Donc voilà, ils sont ce qu'ils sont. Ils existaient avant qu'on adhère à l'UFOLEP et on ne les a pas modifiés en conséquence. Donc c'était assez sympa. Donc on a levé les petites mains pour voter de façon électronique. Voilà, ça a été une AG que j'ai menée seule pour la première partie. Le trésorier a présenté la seconde partie, le rapport financier, et les nouveaux membres en fait les membres qui ont été présentés au comité d'administration, puisqu'on l'a renouvelé en partie, se sont présentés aussi. Donc ça a été quand même une AG un minimum interactive, pas autant sûrement qu'une AG en présentiel, clairement, parce qu'autrement on se perd assez facilement. On a demandé par exemple, les gens l'ont fait systématiquement, de couper les micros, effectivement, par exemple, pour éviter les interférences sonores. Chose que je n'avais pas faite et que je vous déconseille de faire, c'est de prévoir une salle d'attente. C'est-à-dire que vous devez à la fois gérer l'animation, et puis il y a des gens qui arrivent un peu en retard, donc ils s'attendent en salle d'attente, puis vous dites mince, il y a quelqu'un qui attend, vous devez le faire rentrer. Enfin bon, donc à éviter. Mais autrement, grosso modo, ça s'est vraiment bien passé, et je pense que voilà, il vaut mieux le préparer, s'y préparer et le faire. Du coup, ça se passe très bien quand c'est préparé et que c'est pas subi, quoi, comme la plupart des choses, en fait, quand on y est préparé, ça se passe bien. Ceci dit, pour nous, c'était pas une innovation totale, encore une fois. La visio, c'est ce qu'on faisait en réunion bénévole pendant le confinement. Voilà. Les gens qui sont chez nous, les bénévoles, sont assez jeunes, donc ils ont l'habitude de tout ce qui est tous les outils que nous a présentés auparavant. Charles, voilà, ce sont des choses qu'on manie assez régulièrement. Donc voilà, on n'a pas été trop dépassé par la situation et on s'en est plutôt bien sorti. Voilà, je crois vous avoir fait un petit résumé de notre AG. Et je vous conseille à tous de le préparer avant, plutôt que d'être en panique au dernier moment en se disant ça se passe très très bien. Donc plutôt que de risquer, enfin nous on trouvait aussi dans notre décision, les gymnases étaient fermés, on ne pouvait pas pratiquer nos activités sportives ensemble, donc faire une réunion dans une salle enfermée à 30 ou 40, ça n'avait pas vraiment de sens en fait, ça allait vraiment à l'encontre de ce qu'on nous obligeait à faire autrement. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors moi, j'en ai simplement une question. Est-ce que tu peux nous dire combien de temps a duré l'Assemblée générale? Il me semble que je n'ai pas entendu ce que tu avais dit, mais peut-être. Ah. Karine, on ne t'entend plus. On voit que ton micro a été coupé. Alors, attends. Karine, est-ce que tu veux bien rallumer ton micro? Je sais pas si... Non, je l'avais éteint parce que j'entendais mal, en fait, et donc je vais essayer d'entendre mieux.
D'accord. Alors, est-ce que tu as eu le temps d'entendre ma question? Je t'ai demandé combien de temps avait duré cette assemblée générale. Ouais, alors elle a duré 1h30, hein, ce qui est quand même… voilà, ça demande un peu plus de concentration, évidemment, qu'en présentiel. C'est un petit peu le bémol aussi. Voilà, 1h30, c'est quand même pas mal. Il y a à peu près une demi-heure de présentation du rapport moral, peut-être 20-25 minutes du rapport d'activité, du rapport financier, pardon. On a parlé un petit peu des projets, de la situation également, une présentation des nouveaux membres, voilà, 1h30 à peu près au total. Et est-ce que c'était plus ou moins qu'en présentiel? Est-ce que… j'ai tendance à parler beaucoup, donc je pense que ouais, ça m'a forcé à limiter un petit peu la durée de mes interventions. Donc c'est pas mal, ça permet de synthétiser quand même bien. Voilà, non, je trouve que je pense que j'aurais peut-être fait sûrement aussi une présentation PowerPoint, mais peut-être pas aussi peaufinée. Là, j'avais vraiment aussi un souci d'une communication un peu plus institutionnelle, du coup, en partageant l'écran, voilà. Donc ça demande peut-être un petit effort supplémentaire, voilà, dans la préparation, clairement. Mais oui, ça a duré quand même assez longtemps, 1h30. Donc, on aurait clairement dépassé l'abonnement de base. on a bien fait de l'augmenter. Et est-ce que vous pouvez simplement nous dire à cette information à quel moment de la journée, de la semaine, vous avez choisi de le faire, en soirée, le week-end? Oui, tout à fait. En fait, on a gardé l'heure à laquelle on avait décidé de la faire en présentiel, parce qu'on n'allait pas non plus commencer. Par contre, on l'a reculé d'une demi-heure pour des gens qui n'auraient peut-être pas pu d'ailleurs y assister en présentiel. C'est une bonne chose. En fait, on a choisi un lundi. Alors après, à part le faire le week-end, bon, mais on a choisi un lundi soir, en fait. Normalement, en présentiel, on avait prévu de le faire, je crois, de mémoire à 19h. Et finalement, on a fait la réunion à 19h30, sachant qu'encore une fois, pas mal de nos encadrants sont jeunes, travaillent parallèlement. Et donc, finalement, on avait des personnes qui nous ont rejoints sur les coups de presque 20h. Et du coup, c'était pas mal aussi qu'ils aient eu le rapport d'activité, même s'ils connaissent parfaitement l'association, mais le rapport d'activité en amont. Et du coup, voilà, au moment des votes, ça a été aussi assez facile. Ils ont pu prendre la réunion en cours de route. D'accord. Et si vous aviez à renouveler l'expérience, est-ce que vous auriez choisi la même heure ou vous auriez mis un peu plus tard, du coup? Un peu plus tard, après, c'est toujours compliqué. Je veux dire, dans toute décision, il y a un moment où il faut trancher. Il n'y a jamais une décision qui va satisfaire tout le monde. On essaie de faire au mieux. C'était un assez bon compromis. Non, je crois qu'on ne l'aurait pas fait plus tard parce que ça compliquait pour d'autres. On a une autre personne qui nous a quittés avant, du coup, parce qu'elle avait quelque chose après. Voilà. Donc, on ne peut pas. Après, il y a un moment donné, je crois que dans toute vie associative, il faut savoir trancher. Et voilà. Bon. Ouais. Très bien. Écoutez, on peut. Alors, Lauriane demande quel logiciel vous avez utilisé. Alors, il me semble que tu l'avais dit au début, mais tu peux… Non, j'ai utilisé pour la présentation par écran partagé, j'ai simplement utilisé PowerPoint, PowerPoint de base. Ok. Donc, voilà, on fait beaucoup de présentations PowerPoint dans notre communication quand on rencontre. En fait, on travaille pas mal avec des structures solidaires, par exemple, qui accompagnent ou hébergent les personnes qu'on suit, qu'on accompagne sportivement. Donc en fait, on est habitué pas mal à faire des présentations. Je dirais qu'on a une charte graphique qui est assez claire et stable. Donc voilà, c'est pas non plus. Non. Et alors, dans le doute ou la question, c'était concernant l'outil de visio, c'était Zoom qui a été utilisé. Ouais, depuis le début du confinement, en fait, c'est l'outil qu'on a utilisé. Après, je fais partie d'une autre association, là j'en étais présidente, d'un autre CA, d'un club de natation qui n'est pas du Foulep, hein, mais là, ils utilisent depuis un moment Teams, et pareil, ils se réunissent continuellement par visio maintenant, depuis la première vague, en fait. Donc, je crois que c'est vraiment quelque chose qui se met en place et qui se généralise. Et voilà, et ça évite de se poser des questions. Est-ce que je prends un risque? Est-ce que je prends pas un risque? Et puis finalement, c'est assez facile pour des gens qui travaillent. Quand il y a des gens qui travaillent aussi, se réunir par visio, on rentre chez soi, on est dispo.
moi, je trouve ça pas mal plutôt que d'avoir à se déplacer, d'aller dans un endroit, une salle. Je trouve que ça a aussi des avantages, en fait, d'un point de vue pratique, en fait, même si on n'a pas le côté… faut oublier un petit peu le côté un peu froid de la visio, c'est vrai, mais bon, on peut boire un coup, chacun a sa bière, on trinque, et puis voilà. Ok. Alors, simplement, Thomas, est-ce que tu as compris la réponse concernant les votes? Parce que Karine l'a mentionné à un moment donné, mais peut-être que tu peux juste nous redire en une phrase comment vous avez voté. Voilà, alors sur Zoom, il y a la possibilité d'attraper une petite main pour dire, ou un pouce d'ailleurs pour dire OK, ou une main pour féliciter. Donc voilà, donc Mais ça. Vous trichez, vous n'avez pas les votes à bulletin secret, donc. Mais voilà. On n'est pas tout à fait conforme. Parce que moi, ça m'empoisonne la vie, moi. Ouais, mais voilà. Mais on n'a pas les moyens non plus de se payer un super, je ne sais pas si c'est ce que c'est exactement, enfin, un organisme qui accréditerait nos votes de façon, voilà. Donc, bon, en espérant, Thomas, que Bélénios puisse provisoirement. On n'a pas de. En attendant, oui, ou que je modifie mes statuts surtout. Voilà, c'est ça. En attendant le changement de statut, s'il devait y avoir quelque chose d'urgent à faire, que Bélénios puisse répondre. On n'a pas de secret les uns pour les autres, nous. Effectivement. Il n'y a pas de souci. Intervenir par rapport à la remarque de Thomas qui envisage de modifier ses statuts au-delà de la blague. Je pense qu'un juste milieu serait de dire vote sur les personnes à bulletin secret, sauf circonstances exceptionnelles, sanitaires ou autres, nécessitant de fonctionner différemment. Ouais, mais enfin, les votes à bulletin secret, c'est déjà pénible en présentiel, s'il faut une heure. Donc, bon, c'est déjà pénible. Enfin, moi, j'ai hérité de statut d'une association qui était comme ça. Donc, voilà, mais déjà, ça me fatiguait en présentiel. Alors là, en distanciel, c'est. Enfin, pour l'instant, j'ai fait mon AG en présentiel dehors, pas un jour de beau temps, parce que à cause de ça, quoi. Donc, voilà. Très bien. Eh bien, écoute, Karine, si tu n'as rien à rajouter, je vous propose qu'on passe au prochain témoignage, au témoignage d'Alexis. Donc, on passe à un témoignage de comité. Et du coup, Alexis va nous parler de l'AG qu'il a fait. Donc, je te laisse la parole, Alexis. Mon micro, c'est bon là, vous m'entendez? Parfaitement. Okay. Bonjour tout le monde. Alors du coup, moi, je vais vous présenter un petit peu le fonctionnement qu'on a eu sur notre assemblée générale et rebondir sur ce que Karine a dit à l'instant. En fait, le plus important pour moi dans l'organisation d'une AG en visio, c'est l'organisation. On rentre dans une zone, on sort de sa zone de confort parce qu'on n'a pas l'habitude de réunions comme ça. Et du coup, il y a plein de paramètres qui peuvent entrer en compte et déstabiliser un petit peu cette assemblée générale en visio. Ça peut être une connexion qui marche mal, des gens qui prennent la main sur le diapo, parce que là, par exemple, je vois que j'ai la main sur la diapo. Ça peut être des bruits des micros qui ne marchent pas. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui peuvent un petit peu changer le fonctionnement de l'Assemblée générale. Et du coup, c'est pour ça que nous, on a passé toute une après-midi, déjà d'une, de tester les liens, parce que ça ne marche pas toujours. En fonction de ce qu'on envoie, si on enlève une lettre dans le lien, ça peut ne pas marcher. Et aussi calibrer un petit peu tout paramétrer. C'est-à-dire qu'on avait coupé le micro à tout le monde, coupé la visio à tout le monde, parce que c'est une bande passante. Et du coup, si on enlève un petit peu tous, enfin, si on coupe les micros, si on enlève les caméras, ça permet d'avoir une meilleure qualité d'image et de son. Ça, c'est important à prendre en compte, parce que quand on est 50 dans une visio et que tout le monde parle en même temps, il y a un téléphone qui sonne, tout ça, c'est vite désagréable. Donc, on avait tout coupé, et c'est nous qui donnions la parole avec le système des mains levées. Alors, pourquoi on a choisi aussi de faire cette assemblée générale en visio? C'est qu'on était, nous, en période Covid. On ne l'a pas fait après, on l'a fait vraiment pendant le dernier jour. Et c'est, je pense, qui nous a un petit peu sauvé la mise sur la participation, parce que d'habitude, notre assemblée générale, on a 5-6 clubs de présents. Parce qu'à côté de ça, on fait une soirée spéciale club au mois de juin, où là, on a 80% des clubs, mais personne vient à notre AG, parce que notre AG, on l'a fait avec la Ligue, avec l'UCEP, et ça attire pas, quoi.
Et ce soir-là, l'Assemblée générale, on a eu plus de 20 clubs de représentés. C'était plutôt une satisfaction. Et le fait que ce soit pendant le confinement, que les gens étaient de toute façon chez eux, je pense que ça a aidé aussi sur l'implication des gens, vu qu'ils n'avaient rien à faire. Ils se sont dit, tiens, je vais aller à la G de l'UFOLEP, peut-être que j'aurai des informations. Sur le mode de fonctionnement, donc on avait deux personnes, on était deux à avoir les micros ouverts. Donc il y avait l'animateur, le président, et moi j'étais là en tant que régulateur pour donner la parole, pour couper le micro, pour ouvrir les vidéos si besoin, pour alimenter la diapo, pour tourner les pages, tout ça. C'est pas la même personne qui s'occupait des deux. On avait aussi des gens au téléphone, parce qu'on est passé par 3CX, donc le logiciel qu'on utilise aujourd'hui. Donc des gens au téléphone, et ça c'est aussi une difficulté supplémentaire dans l'organisation, parce que ces gens-là, ils ne voient pas ce que vous faites, et ils ne vous voient pas. Et du coup, ils n'ont que le son, et ça, c'est à prendre en compte. Donc en fait, dès qu'on avait le vote du rapport moral ou rapport d'activité à faire, j'ouvrais tous les téléphones un par un, je leur demandais ce qu'ils votaient, oui ou non, s'ils acceptaient ou pas. Je raccrochais, j'ouvrais un deuxième téléphone et ainsi de suite. Et après, on passait au vote pour les personnes qui étaient en ligne. Et là, si des personnes n'avaient pas d'objection, elles ne mettaient rien. S'il y avait une objection, elles le mettaient dans le chat. Voilà en gros. Qu'est-ce que je m'étais noté à côté? Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est surtout penser au paramétrage et au test d'avant réunion. Dire si le rapport moral, par exemple, tu l'avais aussi envoyé en amont, est-ce que c'est un choix que tu avais fait comme Karine? On avait tout envoyé en amont, et aussi on avait donné la possibilité de les télécharger. On peut intégrer des documents comme tu l'as fait tout à l'heure. Donc les gens, en se connectant, ils pouvaient avoir accès aux documents. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez eu comme retour du club? Est-ce qu'ils ont été satisfaits de cet AG en distanciel? Est-ce qu'il y en a qui ont verbalisé le fait justement que comme c'était à distance, ils sont venus? Est-ce que ça les a encouragés à venir une prochaine fois, par exemple? Alors, déjà, la première satisfaction, c'est comme je disais, on a eu plus de 20 clubs. Alors, il y en a que 5 ou 6 qui viennent sur l'Assemblée générale. La deuxième satisfaction, c'est qu'il y a Yannick, par exemple, avec le VC Châtillon, qui ont utilisé l'outil pour animer leur réunion. Après, les retours, c'est qu'il manque quand même ce petit côté, on va boire une bière tous ensemble à la fin, et on ne se voit pas. Enfin, voilà. Mais il faut faire avec, on n'a pas trop le choix. Et sinon, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. On a eu des retours positifs. Ouais. Et au niveau à choisir, je préférais faire une AG en plein air avec les gens présents avec l'outil visio. Même si, voilà, il faut respecter tout ça et on n'a pas trop le choix. Alors tout à l'heure, on va avoir un autre format d'AG qui a été choisi, qui a été une AG via une vidéo YouTube. Mais par contre, l'AG en plein air, je n'avais pas identifié cette forme de pratique. Du coup, je n'ai pas pu vous le proposer aujourd'hui comme témoignage, mais en tout cas, je me le note parce que c'est effectivement peut-être quelque chose auquel les gens n'ont pas pensé. Et ça peut être une solution alternative à voir en fonction, évidemment, de restrictions qui peuvent aller jusqu'au nombre de personnes rassemblées. Et à ce moment-là, l'AG en plein air ne fonctionnera pas non plus. D'accord. Et peut-être la particularité, là, c'est le fait qu'il y avait des personnes au téléphone. Est-ce que donc c'est quelque chose qui est complexe à gérer? Est-ce que ça suppose une manip particulière? Parce que du coup, c'est également avec 3CX que vous l'avez fait. Ouais, ça suppose qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui ne s'occupe que de ça. On ne peut pas être animateur et régulateur. C'est-à-dire que, parce qu'en fait, en haut à droite, là, vous avez votre petit participant, donc 16, ça va, on a vite fait, mais il suffit qu'on soit une quarantaine, et s'il y a des gens qui arrivent en cours, on ne le sait pas forcément. Donc, il faut toujours vérifier qu'il n'y a pas quelqu'un de nouveau, il faut noter les numéros de téléphone, parce que quand on s'inscrit avec un numéro de téléphone, il n'y a pas de nom, il y a juste un numéro de téléphone. Donc, il faut aussi aller demander à la personne qui c'est, lui expliquer qu'on va couper son micro, que ça ne sert à rien qu'elle ne parle, et qu'on viendra lui donner la parole
quand on donnera la parole. Donc, c'est nous qui faisons la démarche Mhm. d'aller ouvrir son micro. Et on avait fait ça même pour les gens en visio. On a coupé la parole à tout le monde. Au début, on a expliqué qu'ils ne pouvaient pas parler. S'ils souhaitaient parler, c'est en levant la main. Mhm. Voilà. Parce que sinon, ça devient vite un brouhaha. Il suffit qu'il y ait un téléphone qui sonne, on l'entend, une pendule, enfin voilà, on entend tout en fait. Mhm. Donc, pour rester dans un cadre assez calme, Confortable et agréable pour voilà. suivre Et on une a visio. coupé aussi toutes les vidéos. D'accord. Ok. Bon, en tout cas, sur la question du fait d'avoir une personne qui est chargée plutôt de l'aspect technique, l'aspect gestion des entrées, des sorties, des prises de parole. Par exemple, Karine en a fait l'expérience, comme elle disait tout à l'heure, sur la question de la salle d'attente. Et elle avait ces deux fonctions à gérer. Donc, en tout cas, a priori, ça semble quand même être un peu commun des retours d'expérience de chacun. Donc, c'est quelque chose d'important à se noter si vous envisagez ou vous n'avez pas le choix un jour de devoir faire une AG en distanciel. Par exemple, depuis qu'il n'y a plus de vidéos d'ouvertes, on n'est que 4, je trouve que ta qualité sonore, on t'entend beaucoup mieux, Fanny. D'accord. Bon, bah, tant mieux. Parce qu'en fait, c'est une bande passante. Tout le monde se connecte sur une seule même bande. Donc, plus il y a de connexion, plus la qualité, plus ça rame. Ça, c'est un truc à prendre en compte aussi. Tout à fait. Bah, écoute, Alexis, je te remercie pour ce témoignage. Alors, je ne sais pas si du coup, c'est toi qui as quitté Si, c'est moi. J'ai une autre visio à 45 avec un club. Ouais. Alors, du coup, s'il y a des personnes qui ont des questions pour Alexis, vous pouvez peut-être le faire tout de suite. Je peux y répondre, ouais. Je peux prendre 5 minutes pour répondre. Sinon, je vous propose de donner la parole à Vincent, qui est lui aussi un comité, qui a également fait une AG en distanciel et qui a aussi eu la particularité de poursuivre certaines de ses pratiques de ce confinement en dématérialisé sur les questions de vie statutaire. C'est ça. Bonjour à tous. Donc effectivement, nous on a fait une AG. Alors on a fait notre AG financière en visio pour des questions de prise de décision par rapport à la prise de décision des tarifs. Mais notre AG, le reste de l'AG, on l'a fait en présentiel au mois de septembre. Donc on a eu une dizaine d'associations, ce qui est moins que sur nos AG en présentiel. Même là, sur notre AG présentiel de cette année, on a eu une vingtaine de clubs. Voilà, on a eu un peu moins de monde, mais ça nous a permis de quand même faire l'AG financière, de voter les tarifs. Et pour les votes, donc du coup, on n'a pas de vote sur les personnes. Et pour les votes, on a procédé par Google Form où on a donné un lien sur le chat et les gens allaient voter. Donc voilà. Voilà comment on a fait pour l'AG. Effectivement, nous, par contre, la petite particularité, elle est au niveau de la vie du comité directeur où on a fait pas mal de visio pendant le confinement. À la sortie du confinement, on a continué à faire des visios. Alors, ça a permis d'accélérer le rythme un peu comme disait Charles au début, le rythme des réunions. Il y a eu plus de réunions que d'habitude. Donc, on a pu traiter plus de points que d'habitude. Et ce rythme-là, en fait, on l'a continué à la sortie du confinement. Et à ce jour, on a peut-être même fait de trop. Ça aurait été peut-être bien de se voir au moins une fois, mais à ce jour, on n'en a fait que en visio. Pour des raisons en fait d'éloignement, on a le président et la trésorière, par exemple, sont à 50 minutes du bureau de l'UFOLEP. Donc, eux, clairement, ils ont trouvé un confort dans cette façon de faire. Et c'était beaucoup plus simple. Eux, quand ils sortaient du boulot, ils rentraient chez eux et la réunion, ils la faisaient de chez eux et ça améliorait quand même leur qualité de vie. Et ça a permis aussi aux autres qui traînaient peut-être un peu des pieds, qui étaient moins loin, mais qui avaient du mal à venir à 20h à la réunion de CD, depuis chez eux, à y assister. Donc, on a fait un peu plus de réunions et avec un taux de fréquentation un tout petit peu plus élevé sur le CD où on est pratiquement 10. Voilà, et en fait, là, c'est peut-être même un défaut. Je pense qu'il va falloir se forcer à se revoir quand même à un moment donné. Mais c'est vrai que ça rend plus facile l'organisation de la réunion. Voilà. Quels outils vous passez ?
Alors, on a essayé beaucoup de choses, non, mais on a fait Zoom, Google Meet, et on a dû faire. On en a fait d'autres, j'ai plus en tête, mais là, récemment, on était avec. Oui, Hangout. Mais Google Meet et Hangout, c'est un peu la même chose, hein, c'est ça? Ouais. Oui, oui. Google Meet, c'est le nouveau nom d'Hangout. En fait, maintenant, ils Ouais. ont ça duo quand on est en one-one et Meet quand on est sur réunion. Mais en fait, c'est D'accord. de Hangout au départ. D'accord. Donc là, c'est beaucoup Google Meet où le président, en fait, envoie le lien en utilisant un agenda partagé. Donc, on a tous sur notre agenda partagé le lien. Et voilà, on a à la fois la date, l'heure pour se retrouver et le lien. Et voilà comment on procède. Ok, donc là, on voit qu'il y a un croisement des outils que Charles nous a parlé à la fin. Ouais, du coup, ouais. Est-ce que tu peux revenir peut-être plus en détail? Alors, c'est important, Alexis nous a dit qu'il avait plus de clubs que d'habitude, ce qui explique par le fait que c'était en période de confinement, mais aussi en dématérialisé. Et toi, inversement, tu as eu moins de clubs. Alors, quelles sont les raisons que tu mets en avant sur cette faible participation des clubs? L'explication, je l'ai peut-être eu où pendant le confinement, on a fait des réunions de commissions sportives où les clubs de chaque discipline étaient concernés. Alors, je ne sais pas, mais tous n'étaient pas forcément à l'aise avec avec l'outil de la visio. Après, c'est sûr qu'une fois qu'on a utilisé une fois ou deux, tout le monde peut le faire. Mais il y avait une volonté de l'utiliser différente de certains. Certains, il n'y avait pas de souci, ils voulaient bien utiliser Visio, et d'autres étaient moins à l'aise avec ça. Voilà, sur 20 clubs habituels qui viennent à l'AG, bah voilà, on s'est retrouvé avec un peu moins de clubs sur l'AG financière. Je ne sais pas comment l'expliquer. Après, je pense que les personnes aiment le lien physique et ont apprécié venir après en septembre. Et puis l'AG financière, peut-être, c'est peut-être pas très attrayant. Je sais pas. Voilà. Quoi qu'il y avait les tarifs à l'heure du jour, hein, mais qui peut attirer quand même les clubs, mais après les explications que j'aurais ne sont peut-être pas les vraies. Hein. Est-ce que tu nous as dit l'heure et le jour à laquelle tu l'as fait? L'AG financière. Tu l'as encore en tête? Ouais. Alors c'était en semaine et en soirée, quelque chose comme 18h30, quelque chose comme ça. D'accord. Ouais. Ok. Alors, Alexis, je crois qu'il n'avait pas forcément eu le temps de nous le dire, mais de mémoire, habituellement, leur assemblée générale, il le faisait le samedi matin à 9h. Et là, il l'avait fait finalement le soir à 19h. Donc, c'est aussi une des raisons peut-être qui m'a fait expliquer qu'il y avait plus de présence sur celle du 79, donc le comité juste avant que tu as parlé. C'est pour ça que du coup, je te posais cette question-là sur le jour et l'heure, qui me semble être une donnée quand même importante à prendre en compte quand on programme une AG financière, en sachant toujours que c'est pareil, on répond aux attentes de certains, et pour d'autres, ça va pas nous suffire, donc on ne peut jamais, de toute façon... Voilà. Après, c'est vrai que pour une AG traditionnelle où moi j'aurais préférence à privilégier pour le coup de rencontrer les gens, rencontrer les clubs, parce que justement c'est le moment où on rencontre les clubs. Donc à l'inverse, nos CD, c'est vrai que pour un côté un peu pratique, on le fait en visio, mais c'est vrai que par contre, je pense que c'est important de rencontrer quand même physiquement les gens quand on en a l'opportunité. Après, pour nos réunions de CD, voilà, je pense qu'on en a un petit peu abusé, que là, il faut qu'on se revoie au moins une fois et qu'on se dise, bah voilà, c'est ce qu'on sait, on se l'est dit, on s'est déjà programmé à Noël de se revoir, de faire une réunion et plus qu'une réunion, en fin d'année également, mais là, le fait de ne pas s'être revu en CD depuis le déconfinement, là, c'est un peu, peut-être un peu excessif pour le coup. Ok, on voit qu'il y a aussi un effet d'overdose du dématérialisé. Peut-être, mais c'est un outil qui, du coup, a plu et tout le monde a voulu continuer en visio.
Mhm. en CD. Alors, c'est ça qui est intéressant avec le dématérialisé, comme je le disais au début, c'est que par moment, ça répond à un besoin ponctuel, comme des associations qui peuvent pas se voir ou parce qu'on est en confinement. Et puis, dans d'autres cas, c'est pas par défaut, c'est un choix, c'est une conviction. On y a trouvé, en fait, plus d'avantages que d'inconvénients, en tout cas à l'instant T. Et c'est aussi intéressant de l'adopter pour voilà, la motivation à la participation, peut-être plus de présence que d'habitude. Donc, merci beaucoup, Vincent, pour ce témoignage. Est-ce qu'il y a des questions au sujet de l'intervention on a une personne, effectivement, qui n'est pas en métropole, pour qui il est déjà 22 h, qui nous quitte. Donc, moi, j'aurais voulu demander à Vincent ou à toute autre personne, notamment associative, qui est sur la réunion là, s'il y a au-delà on a beaucoup parlé de l'outil Visio. Je voulais savoir s'il y a des pratiques dans les associations ou dans les comités de partage de ressources sur des drives qui permettent de travailler à distance. Vincent parlait du président et de la trésorière qui étaient à 50 minutes du bureau. Est-ce que ces deux personnes peuvent consulter les documents de présidence ou de finance en allant sur un Google Drive ou sur un OneDrive? Et est-ce qu'il y a, au-delà de ça, de la collaboration sur un document? C'est-à-dire quelqu'un qui est à 50 minutes, quelqu'un qui est à Tours, et on travaille ensemble sur un doc ou sur un fichier Excel, on voit que l'autre est en train d'y travailler. Est-ce que ce sont des pratiques qui existent aujourd'hui ou pas encore? Je peux répondre. Cet outil-là, on l'utilise, mais avec le président ou la trésorière, le fait de partager des documents en direct, non, on ne l'a pas fait parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas eu le besoin, mais on l'a fait dans d'autres conditions. Ce qu'on a déjà fait, alors je ne connais plus le nom, c'est par exemple, à l'époque, c'était en présentiel, c'était pour la prise de notes du CD. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, où en fait, chacun peut noter, prendre les notes pendant la réunion. C'est peut-être un peu vague ce que j'explique là. Mais on ne se souvient plus du nom de l'outil, mais c'est vraiment le fait que tout le monde met ses petits crobards, enfin ses petites notes sur un document qui va être centralisé pour le compte rendu final. C'est comme une page Word où chacun note, chacun se relaie pour prendre les notes en fait. Voilà, c'était pas mal, on l'a fait. Après, des tableaux partagés, on en a, mais pas qu'on utilise en direct. Par contre, nous, ce qu'on a, et c'était plutôt là, cette fois-ci, au niveau des salariés, c'est qu'en fait, on a tous nos dossiers, même avant le confinement, qui sont stockés sur un cloud. Donc, en fait, au moment du confinement, on avait tous nos dossiers avec lesquels on travaille habituellement d'accessibles, en fait. Tout s'enregistre automatiquement, c'est notre manière de sauvegarder. Et donc, ça nous a permis de travailler avec ça. Maintenant, avec les élus, c'est quelque chose qu'on pourrait faire, mais ce n'est pas une demande qui a été faite. Avec la trésorière, je suis très fréquemment en contact et en lien. Et donc, simplement, l'utilisation de mail suffit. Mais effectivement, on peut y réfléchir. Alors, s'il y a d'autres personnes qui ont des témoignages, je vous propose de le garder 2 secondes pour qu'on finisse simplement la partie présentation sur donc les témoignages des comités qui ont fait des AG dématérialisés, simplement pour essayer d'être dans le timing, essayer de finir aux alentours de 20 h pour ne pas trop abuser. Je voulais vous parler de cette assemblée générale qui a été faite par le comité départemental du Tarn-et-Garonne, 82, qui ne pouvait pas être présent ce soir, donc c'est moi qui vais faire le témoignage à leur place. C'était simplement pour vous présenter en fait une assemblée générale qu'on peut faire autrement qu'en direct. Donc là, en fait, le comité départemental du Tarn-et-Garonne a choisi de faire une AG sous le format de vidéo, c'est-à-dire qu'ils ont enregistré une vidéo, enfin plutôt ils ont fait un montage vidéo de différentes
Alors, je vérifie simplement que oui, vous êtes encore là, comme Charles a retiré sa vidéo, je voulais vérifier. Donc, excusez-moi, je poursuis. Donc, ils ont fait un montage vidéo avec les différentes interventions des personnes qui interviennent habituellement sur l'Assemblée générale, donc la présidente, le trésorier, les responsables de commissions sportives. Ils sont passés par un outil qui s'appelle VideoScribe. Je ne sais pas comment on prononce ça. Et donc, c'est une personne qui a fait ce montage. C'est un logiciel qui est payant, mais lui qui l'avait par ailleurs dans ses activités. En tout cas, c'est un outil, d'après lui, qui est sympa et dans ses premières fonctionnalités, qui est un outil plutôt facilement, qu'on peut facilement prendre en main et dont le coût, quand on le prend au mois, est quand même pas a priori excessif, puisqu'il me parlait d'environ 20 € par mois. Donc, ça peut éventuellement être un investissement pour une assemblée générale. Quand justement on parle du fait qu'il n'y a plus de coûts de déplacement, bah, par exemple, c'est des coûts qui peuvent être absorbés de cette façon-là. Donc, du coup, ils ont fait une vidéo YouTube. Ils ont indiqué l'heure à laquelle ils allaient publier cette vidéo. Ils l'ont donc laissée en ligne et vous pouvez encore tout à fait la consulter. Et quand je vous enverrai du coup le PowerPoint, vous pourrez cliquer directement sur le lien. Cette vidéo, elle dure 45 minutes. Vous pouvez la retrouver aussi sur leur Facebook. Alors, eux, pour les votes, du coup, forcément, vous pouvez vous poser la question. En fait, ils ont envoyé en même temps que le lien un lien de vote type Google Form ou Doodle. Je ne sais pas exactement quel outil c'est. Si c'était Doodle, ils ont envoyé 5 Doodles différents sur les 5 questions pour lesquelles ils avaient besoin de réponses de la part des participants. Et ils ont laissé de mémoire 3 jours en fait aux personnes pour voter. Donc, ils ont évidemment informé du délai de réponse. Donc, les gens pouvaient prendre le temps quand ils souhaitaient d'aller visionner la vidéo. Ils ont été assez satisfaits du nombre de vues, parce que évidemment ce genre de montage permet aussi en fait de communiquer autour de cette assemblée générale d'une autre façon en diffusant en fait la vidéo. Ils ont eu 102 vues aux dernières nouvelles, la dernière fois qu'on en a parlé. Habituellement, ils ont une trentaine de personnes qui sont présentes à l'AG. Donc, il me semble que le nombre de vues ne correspond pas exactement au nombre de personnes qui sont venues sur un lien YouTube, mais quoi qu'il en soit, même si on retire les noms, il est possible qu'ils aient eu davantage de visibilité que quand ils sont en présentiel. Donc, ils sont plutôt satisfaits du résultat. Évidemment, il leur a manqué l'échange, comme tout le monde le dit sur les retours d'expérience précédentes, bon, là plus particulièrement parce qu'il n'y avait pas d'interaction possible en fait sur ce format d'AG. Par contre, le comité avait demandé en amont au club et aux participants s'ils avaient des questions pour pouvoir en fait préparer les réponses et y répondre pendant l'assemblée générale. Donc, ils ont fait ce montage le 20 mai. Et voilà tout ce que je pouvais vous dire pour cette assemblée générale. Alors, je vous ai fait quelques screenshots pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, parce qu'en fait, le logiciel VideoScribe permet en fait d'avoir une petite main qui écrit en même temps en fait que dans le montage en fait de la vidéo. Du coup, ça rend les choses quand même quelque part un petit peu vivantes et interactives, puisqu'on avait les bandes sonores aussi en même temps. Donc, n'hésitez pas surtout à aller le voir si vous êtes curieux ou si jamais finalement c'est une option à laquelle vous n'avez pas réfléchi et qui pourrait vous tromper. Si jamais aussi vous êtes intéressé d'en savoir un petit peu plus, Aurore Desromas, la présidente, et Frédéric Marlin, qui est le responsable départemental, m'ont dit que vous pouviez aussi les contacter. J'enchaîne rapidement avec les prochaines webconférences qui vont avoir lieu. Donc, je pense que vous l'avez peut-être vu en vous inscrivant qu'il y a d'autres webconférences qui sont programmées, qui sont donc, présentées à la fois par l'UFOLEP, mais aussi par les autres organisations qui sont l'UCEP et la Ligue de l'enseignement. Donc, surtout, n'hésitez pas, si vous êtes simplement affilié à l'UFOLEP, à aller aussi regarder les autres webconférences, parce qu'il y en a qui sont assez universelles et qui peuvent
vous intéresser, comme par exemple la prochaine qui a lieu la semaine prochaine, le 20 octobre, qui s'intitule « Mobiliser vos jeunes engagés, Masterclass 2021 », qui est donc présentée par Éléonore du pôle engagement de la Ligue de l'enseignement. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire. La prochaine qui sera organisée par l'UFOLEP aura lieu le 3 novembre. Elle sera uniquement à destination des comités. Pour le savoir, vous le verrez avec l'heure. En fait, généralement, quand une conférence est programmée à 14h30, c'est qu'il y a des chances qu'elle soit que pour les comités. Évidemment, ce n'est pas exclusif. Si le sujet vous intéresse quand même, en tant que club, vous pouvez aussi vous inscrire à cette conférence. Donc là, elle portera sur la prise de rendez-vous en ligne pour l'accompagnement associatif. Et donc, du coup, on aura 2 comités qui interviendront pour nous parler de cet outil qu'ils ont mis en place et vous faire un retour. Donc, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à vous y inscrire. Et ensuite, la prochaine qui pourra intéresser à la fois les clubs et les comités, elle aura lieu le 24 novembre, dispensée par l'UFOLEP. Et elle portera sur le sujet de la violence dans le sport et notamment l'évolution de la législation sur la question de l'honorabilité des encadrants et des dirigeants. Et c'est d'ailleurs Charles en partie qui la présentera. Donc, si Charles, tu veux en dire un mot, tu peux le faire. Sur quelque chose de positif. Ok. Alors, ça va être du réglementaire. Non, c'est très important, bien sûr, hein, l'honorabilité. Mais voilà, c'est un sujet qui est un petit peu lourd, qui est très réglementaire, mais où les associations vont avoir besoin d'informations. Donc, évidemment, je vous invite à y participer. Mais on est vraiment sur un autre sujet, et puis on essaiera, je crois, de faire une intervention avec Jean-Philippe Véronique, qui porte le sujet de la violence dans le sport d'une manière globale et en termes de prévention, d'engagement, etc. Et puis moi, je m'occupe vraiment de la partie réglementaire et procédurale de comment on va contrôler l'honorabilité de nos dirigeants. Alors, simplement, il y a une question qui est revenue 2 fois sur la légalité. Alors, j'imagine que c'était quand je parlais du format de l'AG en non direct, en direct. Charles, tu peux du coup nous renseigner sur la légalité de ce format d'Assemblée générale. Est-ce que tu m'as entendu, Charles? Non. Non. Alors, du coup, je repose la question. Il y a des interrogations quant à la légalité de faire une assemblée générale comme elle a été faite sur le format YouTube, c'est-à-dire en direct. Faire une assemblée générale en live sur YouTube? Non, pas en live. Ce que je présentais sur l'assemblée générale du 82, qui a publié une vidéo et qui ensuite a laissé pendant 3 jours la possibilité à des personnes de voter. Je ne peux pas répondre, dans le sens où il faut que je lise les statuts. Ce qui n'est pas interdit est autorisé. S'il n'y a rien dans les statuts qui soit contraire à ce mode-là, je ne vois pas de souci a priori. C'est comme dans les statuts de l'association, on parle toujours de la présence des gens. Là, il n'y a aucune présence. Eh bien oui, mais même la notion de présence, pour moi, peut être interrogée, puisque, par exemple, le fait de voter, les gens présents votent, et bien là, pour l'AG du week-end prochain fédéral, il va y avoir 50 et quelques comités qui seront présents physiquement et qui vont voter avec un système de vote qui s'appelle NeoVote, et une dizaine de comités qui seront en distanciel et qui vont voter avec le même système de vote. Et on considère que les 60 sont présents. Oui, mais il y a une notion de présent parce qu'il y a une notion de gens qui sont ensemble à un même moment. Là, avec une vidéo YouTube avec des votes sur 3 jours, les gens regardent la vidéo YouTube à un temps donné. Oui, c'est ça. Alors ça, je suis d'accord avec la question. Comment est-ce qu'on contrôle un quorum dans ces cas-là? Comment est-ce qu'on sait que les gens ont bien regardé la vidéo, ceux qui votent? Enfin, ça me paraît complètement étrange. Alors, la question du quorum, c'est le pourcentage. En gros, est-ce qu'il y a 50%, est-ce qu'il y a plus de 50% de votants? Si le créneau d'ouverture du vote, il est de 15 minutes ou s'il est de 3 jours, le quorum va se déterminer sur
avant, lors de la préparation, les gens vont déclarer s'ils vont voter. Là, on sait que on a pour le week-end prochain, on a la liste des votants. On sait qu'on a le quorum. Ouais, mais là, il n'y a pas de. Ils ont publié une vidéo et les gens avaient 3 jours pour voter. Ça me paraît étrange comme manière de fonctionner. Après, peut-être que c'est légal. Hein, c'est pas très grave, hein, mais. En fait, il suffit que le temps de vote soit prévu. En fait, les règles sont données d'avance. On sait qu'on a l'ouverture du vote démarre à cette date et elle ferme à cette date. Et il faut qu'à la fin, on puisse avoir le quorum pour pouvoir prétendre à la légalité des votes. Oui, mais encore faut-il s'assurer que les gens qui votent ont bien regardé la vidéo, quoi. Puisque normalement, les gens qui votent, ils ont assisté à l'Assemblée Générale. Ah oui, bien sûr. Mais bon, quand vous êtes à l'Assemblée Générale, on en sait, vous n'êtes pas forcément dans la salle et vous n'êtes pas forcément attentif. Et bon, c'est pas un bon exemple, mais c'est d'actualité. Aux États-Unis, là, ils ont 1 mois pour voter. Hein. Oui, non, mais par contre, effectivement, il y a une remarque sur le chat qui dit que dans la plupart des statuts, c'est vrai, c'est le cas dans mon association, le quorum, il définit l'ouverture de l'AG. C'est si on a le quorum, alors l'AG est valable. Là, le problème, c'est qu'on envoie une vidéo, on ne sait absolument pas si l'AG va être valable ou pas. Quoi. Ça me paraît curieux comme manière de faire. Quoi. Pour moi, ça demande il faudrait avoir le règlement de l'AG. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Si le règlement de l'AG envoyé à l'avance, il a fixé les conditions, toutes les conditions, qu'il y a eu information des votants, que les gens ont renvoyé comme quoi ils allaient participer, etc., ça me paraît bien. Si c'est fait, s'il y a un défaut d'information, là, c'est contestable. Bon. Merci. Ouais, ça répond pas forcément à la question. Non, mais la question est complexe, hein, de toute façon. On manque d'éléments pour juger là. Comme le dit Charles, voilà, souvent la réponse se trouve dans les statuts et les statuts sont généralement propres à chaque association. Donc, il faudrait aller vérifier ça. Enfin, en tout cas, a priori, vu que ça s'est passé et bien déroulé, en tout cas, nous, on n'ira pas vérifier, mais dans le cas où vous aviez l'intention de le faire, vous vérifiez en amont, effectivement, que ces éléments-là soient bien cochés. Et pour, comme c'est la dernière fois que j'interviens, là, par rapport, si je reprends l'exemple de l'Assemblée générale de la Fédération, qui se déroule évidemment dans des conditions particulières, avec un système de vote et de présence ou à distance particulier. Ça se fait dans le cadre des statuts actuels, mais il est bien évident que nos statuts actuels n'ont pas prévu la crise sanitaire qu'on a traversée. Et donc, après l'AG, dans l'année qui va venir, on peut s'attendre, c'est déjà dans les tuyaux, et il y aura sans doute une proposition de modification des statuts qui va éclaircir ce qui n'est pas écrit. Justement sur le fait qu'un comité directeur peut se dérouler selon telles conditions, si les conditions sanitaires, etc. C'est la vie associative et la vie sociale qui détermine sans cesse la modification de nos statuts. Donc là, on est dans un espèce de vide, on est dans une situation où il faut que les choses aient lieu, mais ce n'est pas possible qu'elles aient lieu en fonction des statuts classiques. Donc comment on fait? On est entre deux, donc on fait au mieux, en essayant de ne pas faire contraire à, et après on réécrit en prévoyant. Je te remercie Charles du coup pour cette précision. Je vais la dernière précision. Et je vous propose donc qu'on se quitte pour le moment. J'espère en tout cas vous retrouver bientôt sur notre cycle. Je vous remercie pour votre participation à toutes et à tous, et plus particulièrement à nos intervenants. Et bien voilà. C'était parti, Fanny. Oui, excusez-moi. Donc, je pense que j'en étais vraiment oublié que vous pouvez nous inviter à me contacter pour Merci à tous. Merci Karine. Et du coup, je vous souhaite très intéressant, merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.